c'est Mélie et Mélo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une comparaison, on va vous parler du tome 2 des Sœurs Carmine, Belle de Gris. Donc on vous a déjà fait une comparaison sur le premier tome assez récemment et on a tout de suite enchaîné sur le deuxième puisque le premier est vraiment très très bon. On vous conseille aussi de ne pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas lu le premier tome, juste pour éviter, enfin on risque éventuellement de spoiler. C'est même sûr en fait. Voilà, donc non, en fait non, ne regardez pas, arrêtez-vous là et puis revenez une fois que vous aurez fini le premier tome. Alors que dire à part pour l'instant qui visuellement il est encore plus beau que le premier tome puisqu'il y a encore plus de petites illustrations entre les chapitres. Du coup dans ce tome là on se place du point de vue de la sœur aînée, donc Tristabel, et on est quelques temps après le premier tome. Donc au début, l'auteur nous révèle pas tout de suite, il y a eu un cliffhanger à la fin du premier tome et au début il nous révèle pas tout de suite qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce premier tome, voilà. Donc il y a un peu de suspense au début et ce qui va se passer c'est que Tristabel va vouloir participer à un bal organisé par la reine parce que la reine à ce bal là va choisir sa nouvelle dame de compagnie. Donc évidemment elle a de l'ambition et elle veut devenir la nouvelle dame de compagnie, donc il va s'en suivre tout plein d'actions, elle va devoir se trouver une robe, etc. Avec évidemment des petits meurtres, etc. Donc un sujet extrêmement superficiel tout du long du roman, et ça c'est assez particulier parce que dans le premier tome, du point de vue de Mary, on était dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre, il lui fallait de l'argent pour faire vivre sa famille. Tristabel, elle cherche une robe, mais la robe parfaite, voilà, c'est le plus dur. Puis les chaussures qui vont avec, le petit sac, etc. Voilà, bien sûr. La totale. Mais bon, évidemment, ça va juste parler de mode et de beauté, hein, ça sera un peu ennuyant. Il y a d'autres petites histoires qui viennent se greffer à tout ça et qui s'imbriquent plutôt pas mal, vu que le scénario est très bien fait. En fait, il y a une histoire principale, cette histoire de robe qui est vraiment le truc, et qui est très rythmée, qui nous laisse pas de temps de pause en fait. Alors, en même temps, je pense que c'est dû au caractère de Tristabel qui est vachement plus vif que sa sœur, vachement plus... elle a beaucoup plus de répondants. Et donc, à côté de cette trame principale, on a effectivement, comme le disait Mélo, des petites histoires qui se greffent dessus, mais qui font pas ajouter en fait. On arrive à les séparer et à se dire, bon, c'est pas trop en rapport, et pourtant c'est tellement bien inclus dedans que c'est parfait en fait. Sinon peut-être que juste la robe ça aurait fait un peu trop vide. Oui, ça aurait fait trop petite fille voilà. capricieuse. Et du coup on découvre un peu plus Tristabel, on découvre son caractère, etc. Et aussi elle a beaucoup plus d'humour que sa sœur. Donc le livre est encore plus drôle. Bon, c'est toujours le même humour noir, sarcastique. Est-ce que c'est de l'humour ou est-ce qu'elle pense drôle vraiment... Ouais, alors c'est extrêmement drôle, ça c'est sûr. Mais je pense pas que le personnage en soi fasse preuve d'humour. Non. Elle est juste c'est pas une comme ça. De sa part. Ouais, non, voilà. Mais par contre de la part de l'auteur, sans aucun doute, et c'est très bien joué. Voilà. Ce que j'ai bien aimé avec cette façon de voir Tristabel, c'est vraiment entrer dans ses pensées et voir comment elle réfléchit. Et rien que ça vaut le détour, parce que c'est quand même exceptionnel. On se rend compte à quel point c'est une psychopathe schizophrène. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour la décrire. On revoit un petit peu Dolorine, mais moins que dans le premier tome. Ce qui est une déception pour moi. Moi ça m'a pas trop dérangé. J'avais beaucoup ri avec les carnets de Laurine, et du coup ça m'a manqué un peu. Ouais. On l'aperçoit. Mais je pense qu'on va tellement le voir dans le troisième tome qu'au final c'est pas grave. Finalement les informations concernant Mérivert, après la fin du tome 1, viennent, mais un peu tardivement. Bah pas tellement au final, on a senti qu'il voulait mettre du suspense, mais au final c'est quand même, il nous l'a donné très vite la réponse. Ouais, mais petite touche par petite touche quoi. Ouais. Et puis comme Tristabel n'en a vraiment rien à faire, ça vient pas d'un coup, elle va pas s'apitoyer. Deux autres personnages qui se greffent à cette petite famille, la mère et Dame Dramatrien, le fils, avec un prénom dramatique. Voilà. Je les ai pas trouvés essentiels. Oui, bon en même temps on n'en entend pas si souvent parler que ça, c'est juste... Justement, je vois pas l'intérêt de ces personnages parce qu'on a très peu d'explications sur leur arrivée finalement. Ça fait partie du cliffhanger du premier tome, on a l'impression que ça va être... Et en fait on a rien, voilà, et on sait pas à quoi ils vont servir. Sûrement qu'ils auront une utilité, hein, mais là j'ai pas trouvé. Je les ai vraiment pas trouvé essentiels. Outre ça, outre ces deux personnages là que j'ai trouvé inutiles, il y a aussi quelques passages donc dans cette recherche de balles, enfin de robes, de masques, de chaussures, tout ça. Il y a un passage que j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux aussi. Alors je vais pas vous le dire là parce que ça vous spoilerait, mais si vous voulez qu'on en parle... Ça se discute, hein.
Moi ça m'a pas trop dérangé, j'ai pas vraiment remarqué, enfin si peut-être un petit peu mais ça m'a pas dérangé. La petite différence avec le premier tome, c'est je trouvais qu'il y avait un peu plus d'émotion, un peu plus de drame au final, puisqu'il y a une petite histoire dedans qui est un peu plus triste, qui était pas forcément présente dans le tome 1. Ouais, voilà, donc je trouvais ça très touchant. Après, c'est toujours tourné d'une façon pas si triste que ça. Enfin, disons que les plus sensibles sortiront peut-être un mouchoir, mais pas plus. Oui, j'en fais partie. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence avec le tome 1 et ce qui m'a surprise aussi. C'est étrange parce que c'est pas le personnage le plus humain. Voilà, tout à fait. Le fait que ce soit dans l'environnement de Grisaille, un drame dans l'environnement de Grisaille, ça a l'air d'être impossible puisque de toute façon tout ce qui est dramatique finalement est drôle. Et bah là ça l'était. Pour ma part, j'ai trouvé la fin très intéressante et assez inattendue. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Pendant tout le roman, j'ai eu l'impression que Tristabel menait sa barque, qu'elle avait le jeu, toutes les cartes en main, qu'elle maîtrisait tout. Et en fait non. Et j'ai trouvé ça super. Ouais, après, il y a aussi l'auteur qui fait quelque chose, c'est qu'il explique le comportement de Tristabel. Il donne une explication à ce comportement-là. Bon, moi j'aurais préféré que ça soit sa vraie nature en fait, que ce soit pas juste à cause de quelque chose ou quoi que ce soit. Après, bon, c'est juste une petite anecdote, c'est pas. Moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait une explication rationnelle à son comportement qui est ce qu'il est. Parce que du coup, je trouve que ça met encore plus de distance avec les autres personnages. Ouais. Parce qu'elle pourra jamais les comprendre en fait. Enfin peut-être on verra. Mais ça explique pourquoi elle est incapable d'imaginer de penser à autre chose qu'elle. Ouais. Bah moi j'aurais préféré que ce soit juste parce qu'elle est elle quoi. D'ailleurs il avait mis un indice dans le tome 1 pour cette explication là. Voilà, donc vous comprendrez quand vous lirez. Par rapport justement à cet élément supplémentaire, il y a pas mal de choses qu'on apprend en plus sur l'univers dans lequel on se trouvait à propos de Grisaille. Notamment pour la première fois on va sortir hors de Grisaille, hein. Ils vont faire une petite balade au début du roman. On apprend un peu plus aussi sur les morgues par exemple, sur les rapetissés. Non mais en fait ça fait toute l'ambiance et aussi notamment sur les... On en parlait, les familles, les 8 familles, c'est 8 hein, c'est ça, avec les capacités un peu spéciales. On en apprend plus là-dessus aussi, et ça, j'ai trouvé ça très bien inséré. J'aurais aimé en avoir encore plus. Ouais, bah le tome 3. Voilà. Et donc, j'attends avec impatience le troisième tome. Moi aussi. Même si ça va être question du coup de la troisième sœur, et c'est pas celle dont je suis la plus fan, vu que celle que j'ai préférée c'est Tristabel. Donc j'ai un peu peur que du coup ce soit un peu moins bon que le deuxième tome, mais bon, on verra. C'est pas sûr. Moi ça me fait vraiment bien envie parce que. Ah oui, bien sûr, ça me fait toujours envie, mais j'ai peur. Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé Dolorine, donc alors j'espère qu'elle aura grandi par contre. Ouais, parce que oui, peut-être au bout d'un moment ça fait un peu lourd que du Dolorine quoi. Mais je pense qu'on n'aura pas que du Dolorine. Ouais, bah j'espère. En tout cas, si vous avez lu et apprécié le tome 1, n'hésitez pas à vous lancer dans le tome 2 parce que je suis persuadée que ça peut vous plaire. Bah oui, c'est sûr. Donc c'est une très bonne saga, vraiment un auteur très prometteur. Ouais. Et on finit en disant qu'on a hâte de lire le troisième tome et qu'on espère qu'il sortira pas trop tard. Peut-être en juin, juillet, j'espère. Je sais pas si on calcule la même distance. Ouais, j'ai calculé et ça faisait, je crois qu'on arrivait à juin, juillet. Si vous avez des infos sur la sortie du tome 3, n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous intéresse grandement. Et sur ce, on va vous souhaiter de très très bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.